Bienvenue dans notre MOOC Machine Learning et Credit Scoring pour ce chapitre 4, dédié à l'implémentation et à la quantification du risque. L'objectif de ce chapitre est de mettre en place les classes de risque. Nous verrons également comment calibrer les courbes de probabilité de défaut et contrôler, suivre et gérer le risque de modèle. Ce chapitre est divisé en 4 vidéos, alors sans plus attendre, commençons par la première vidéo, étape du projet de développement d'un modèle de score. Suite aux crises de 2008 à 2012, la crise des subprimes, la crise financière et bancaire avec la faillite de la banque Lehman Brothers, la crise souveraine avec le défaut de l'État grec en 2012, les régulateurs bancaires ont exigé la mise en place de dispositifs de gestion des risques de modèles au sein des banques et des institutions financières. Les agréments pour utiliser un modèle de risque répondent à des critères de plus en plus stricts. Critères qui portent tout d'abord sur la définition des périmètres des modèles. Ces critères portent aussi sur les données en termes de collecte, d'accès et de qualité. Ces exigences concernant les données sont formulées dans un document du comité de Bâle appelé BCBS 239. De nombreuses exigences sont également formulées sur les normes de modélisation dans un document de l'autorité bancaire européenne dit GL16 et sur les normes de validation, elles-mêmes formulées dans un document de guidelines sur les modèles internes. Afin de rentrer en conformité avec l'ensemble de ces normes, les modèles doivent être développés dans une approche de portefeuille afin de garantir l'exhaustivité des périmètres couverts par les modèles. Il faut donc voir les modèles comme un portefeuille de modèles et non comme des objets séparés les uns des autres, sans connexion entre eux. Afin également de garantir des standards de modélisation et de validation qui soient conformes aux réglementations en vigueur. Mais aussi, afin d'allouer efficacement les ressources de modélisateurs puisque les exigences sont sans cesse croissantes. Enfin, cette approche de portefeuille de modèles doit permettre de garantir une cohérence ainsi qu'une conformité de bout en bout du processus de notation des clients et des transactions. Voici ici le schéma général d'un projet de développement de score. Tout d'abord, cela commence par la définition du périmètre du modèle de score. Et une fois que les périmètres sont définis, les travaux techniques de collecte et de préparation des données peuvent commencer. La troisième étape, c'est le travail des statisticiens et des modélisateurs, qui développent la fonction mathématique de lien entre les défauts et les variables explicatives, comme nous l'avons illustré dans le chapitre 3. La quatrième étape, une fois que le modèle est développé, consiste à calculer les impacts de ces modèles sur les indicateurs tels que le RWA, si les modèles sont utilisés à des fins réglementaires, ou bien les provisions s'ils sont utilisés pour la clôture des comptes. La cinquième étape, c'est la validation par des organes internes tels que le département de validation des modèles, le département Model Risk Management, ou bien l'inspection générale, ou encore les équipes d'audit interne. Cela peut être aussi la revue par la Banque Centrale Européenne, le superviseur des banques, ou par les commissaires aux comptes qui certifient les comptes. La sixième étape est l'implémentation dans les systèmes informatiques ainsi que dans les processus métiers. Alors rentrons à présent dans le détail de ces différentes étapes. Il y a 16 étapes au total. Tout d'abord, la toute première étape, c'est la définition théorique du périmètre. Si nous développons un modèle de score sur les PME, nous devons nécessairement expliquer ce qu'est une PME par opposition à ce qu'est une grande entreprise, par exemple, ou un professionnel. Si nous développons un modèle de score sur les banques, nous sommes dans le périmètre des institutions financières. Nous devons également détailler ce qu'est une banque en comparaison d'un autre type d'institution financière, tel qu'un fonds ou un assureur. Une fois que les périmètres sont définis, nous devons établir la liste des critères formels, c'est-à-dire la liste des données qui vont nous permettre de définir ces périmètres et de mettre des critères sur ces données qui vont définir de manière univoque ce que sont les PME que nous cherchons à modéliser. Bien évidemment, ces critères se basent sur des données
qui sont de plus ou moins bonne qualité. Nous sommes donc amenés à définir l'ensemble de toutes les règles de gestion, de toutes les approximations, nous appelons ça des proxys, qui vont définir le périmètre final pour les modélisateurs. La deuxième grande étape, c'est la préparation des données avec les sous-étapes 3 à 6 ici que vous reconnaissez et que nous avons déjà vues dans le chapitre 2. Tout d'abord, la collecte et l'intégration des données, l'analyse exploratoire des données, le nettoyage et la préparation de la base de modélisation. La base de modélisation est ce que nous appelons le reference dataset. Il s'agit de la base de données qui intègre à la fois toutes les features et les défauts sur un historique de plusieurs années afin de gagner en précision. À noter que la préparation des données a aussi pour objectif de construire une deuxième base de données qui ne sert pas à la modélisation, mais plutôt à calculer les impacts sur les fonds propres ou sur les provisions. Il s'agit de la base dite base d'application. Nous y reviendrons juste après. Le troisième jalon est, rappelez-vous, dans le chapitre 3, c'est la modélisation. La sélection des features, c'est-à-dire l'identification des variables que nous allons intégrer au modèle, et ensuite la construction du modèle lui-même. La modélisation consiste à construire un modèle, appelé modèle principal ou modèle champion, qui remplit toutes les conditions imposées par le cahier des charges, ainsi qu'un ou plusieurs modèles alternatifs, appelés modèle challenger. Un modèle challenger sert à comparer la performance du modèle champion à d'autres modèles, et à s'assurer que le modèle champion ne ressort pas comme un modèle atypique par rapport aux autres. Les étapes 10 et 11 concernent les études d'impact. Cela est très important également pour valider les modèles. La création de la base d'application mentionnée à l'instant en est le point de départ. Si nous développons un modèle de score pour le calcul des fonds propres, eh bien, nous devons mesurer l'impact sur les fonds propres venant du changement de modèle. La base d'application est la photo du portefeuille à la date actuelle sur laquelle nous mesurons les impacts. Également, les études d'impact permettent de justifier tous les choix de modélisation. Prenons un exemple. Nous avons développé un modèle avec 2 segments, c'est-à-dire 2 scores sur 2 sous-portefeuilles, les PME françaises, les PME étrangères. Nous calculons les impacts avec 2 hypothèses, une première hypothèse où les 2 segments sont séparés et une deuxième hypothèse où ils sont au contraire réunis. Eh bien, le but de cela est de justifier que la modélisation apporte plus de précision et de discrimination dans la mesure du risque avec 2 segments plutôt qu'avec un seul. La validation, ce sont les étapes 12 et 13. Validation interne par les corps d'audit internes et par le département de validation des modèles Risk Management. Si le modèle est utilisé pour des besoins réglementaires, un agrément du superviseur bancaire, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, est nécessaire. Si les modèles sont utilisés pour le calcul des provisions, nous avons besoin de la certification des comptes par les commissaires aux comptes. Enfin, les étapes 14, 15 et 16 concernent l'implémentation, c'est-à-dire le développement des codes dans les systèmes informatiques de la banque. Codes pour les modèles, mais aussi pour la collecte des données, pour la préparation des bases de données et l'industrialisation de tous ces processus de calcul. Il y a aussi le développement des interfaces des modèles, le développement des reportings sur les modèles et sur les indicateurs que produisent les modèles. L'étape 15, c'est la surveillance du modèle et la mise en place d'un protocole de backtest. En particulier le backtest hors temps, c'est-à-dire que nous testons les prédictions du modèle sur l'année qui vient de s'écouler. Enfin, l'intégration au processus métier, où le modèle est intégré au processus de notation, au processus d'octroi, au processus de provision selon l'usage du modèle. Lorsqu'on développe un modèle de score, eh bien nous faisons un modèle sur un segment donné pour classer les emprunteurs, mais l'objectif final est de quantifier un risque, c'est-à-dire d'avoir une probabilité de défaut sur un emprunteur. Prenons un exemple sur un système de notation que nous appelons un rating system sur le portefeuille de PME de la banque, par exemple. Et supposons que les niveaux de risque, les facteurs de risque,
sont différents entre les PME françaises, anglaises et italiennes. Nous faisons donc 3 scores et la réglementation impose de mapper ensuite ces scores sur une même échelle de grade sur les mêmes classes de risque. Si je prends l'analogie avec les agences de notation, ces classes de risque sont les ratings, les classes de rating triple A, double A, simple A, triple B, double B, simple B. Donc pour toutes les PME du système de notation, nous avons une unique échelle de grade, c'est-à-dire que pour chaque modèle de score, nous allons envoyer chaque emprunteur vers une classe de risque dans l'échelle des grades. Cette première étape est ce qu'on appelle la risque différenciation. Ensuite, nous allouons une probabilité de défaut à chaque emprunteur. C'est la phase de risque quantification. Le régulateur autorise plusieurs échelles de probabilité de défaut par grade au sein du même portefeuille de PME. Pour les PME françaises triple B, je peux avoir une probabilité de défaut de 0,1% par exemple. Pour une PME anglaise triple B, je peux avoir 0,15% de probabilité de défaut, c'est-à-dire une probabilité de défaut différente. Et je peux avoir 0,20% pour une PME italienne avec le même grade triple B. Voilà le schéma qui est actuellement en vigueur au sein des institutions financières. Alors, résumons-nous. Le développement d'un score ne s'effectue pas de manière isolée, mais s'insère dans une vision de portefeuille de modèles. Le développement d'un score est un projet à part entière qui mobilise de nombreux acteurs de la banque, que ce soit les métiers, que ce soit l'informatique, les modélisateurs, mais aussi les corps de validation internes à la banque, ainsi que le management. Les principales étapes du développement d'un score sont la définition des périmètres du modèle, la collecte et la préparation des données, la modélisation statistique, les études d'impact, la validation, que ce soit une validation interne à la banque ou une validation externe, l'implémentation, qui concerne à la fois l'industrialisation des codes informatiques, mais aussi l'intégration dans les processus métiers.